Alors, bonjour à tous et à toutes pour cette rencontre mensuelle qui s'intitule Voix de pionnier. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre invité du jour, je vais revenir sur qu'est-ce que c'est que Voix de pionnier. Voix de pionnier, c'est un rendez-vous mensuel, tous les premiers vendredis du mois, en général, sauf au mois de mai, il y a certaines dates un peu compliquées où il y a des ponts, mais globalement, tous les premiers vendredis du mois, on vous propose, dès 8h45, de nous rejoindre pour découvrir le témoignage d'un pionnier, un chef d'entreprise qui a décidé, il y a quelques mois, années de cela, d'enclencher des transformations dans son entreprise, de se saisir d'opportunités pour pouvoir générer des impacts positifs. Et donc le temps de l'heure avec laquelle nous allons passer aujourd'hui, mais en général, mais aujourd'hui avec Erwan, on va pouvoir rentrer dans l'anatomie de sa trajectoire et découvrir les raisons pour lesquelles il a enclenché des transformations de son modèle économique et comment est-ce qu'il s'y est pris et qu'est-ce que ça a permis. Slide suivante, s'il te plaît, Colline. Salut Mode. Donc, comme je le disais, Ouais, je suis avec Nico sur les bios. Merci Benoît d'avoir coupé votre micro. Comme je le disais donc dans cette introduction, n'hésitez pas tout au long de cette présentation d'Erwan de pouvoir mettre des questions dans le fil de conversation. Ça nous permettra de rendre ce dispositif plus dynamique. Vous savez que vous avez la possibilité de le voir en replay. Nat, je veux bien que tu coupes ton micro. Vous avez la possibilité de le voir en replay. Ça, c'est une chose intéressante. Mais quand on vient dans le live le matin, le vendredi matin, c'est l'occasion aussi de pouvoir interagir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de conversation. Ce matin, on accueille Erwan Trotou, chef d'entreprise, cofondateur et dirigeant de la société Sapoval, qui est une entreprise basée à Albi, qui vient de fêter ses 11 ans ce mois-ci, et qui est une entreprise dans le secteur de l'ingénierie environnementale, qui met particulièrement l'accent sur la gestion durable du cycle de l'eau. Cette entreprise travaille avec des industriels, des collectivités et propose des solutions très pragmatiques. Et ça, c'est un terme qui est important pour eux. Très pragmatiques pour trier et valoriser les eaux usées et leurs sous-produits associés. Dans leur métier, souvent, on dit qu'ils font du traitement de l'eau. Sapoval n'aime pas trop ce terme-là. Il préfère cette notion de tri, un peu comme on trie les déchets, avec cette logique de valorisation. Donc leur mission est claire, c'est de pouvoir simplifier l'exploitation des stations d'épuration, respecter les obligations réglementaires et générer des gains économiques, environnementaux et sociaux. Cette entreprise est constituée aujourd'hui de 15 collaborateurs et ils ont deux grands métiers. Un premier métier qui est le bureau d'études. Ils sont spécialisés en audit, formation, médiation et font de la co-conception de solutions sur mesure. Et puis ils ont une autre activité, qui est une activité avec une équipe travaux et maintenance, qui eux sont dédiés à la conception, bien sûr, mais ensuite à la mise en service et à la réparation sur site. Et puis, ils ont une autre partie des équipes. D'ailleurs, il y a Pascal dans l'équipe qui est concerné et qui est présent à ce webinaire. Ils ont une autre partie de l'équipe qui s'occupe de la partie commerciale et gestion administrative. Si je devais décrire les collaborateurs de Sapoval, je dirais qu'ils sont curieux, ingénieux et ils sont profondément convaincus que de la rareté de la ressource eau, avec cette volonté vraiment de pouvoir être en capacité, lorsqu'ils arrivent sur un enjeu en lien avec de l'eau, de pouvoir trouver la juste solution aux vrais besoins. Et on va voir que entre la demande et le besoin, parfois il y a des écarts. Tout avec cette intention de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des innovations technologiques vraiment très appropriées en prenant en considération que la notion d'appropriation, de pertinence de cette technologie, c'est à la fois qu'elle fasse le job techniquement, mais aussi la capacité des utilisateurs à se l'approprier par eux-mêmes. Avec vraiment cette idée de dire, si on mobilise des ressources pour pouvoir traiter l'eau, c'est vraiment important de pouvoir être sûr qu'elle va être appropriée et de pouvoir en avoir pleinement l'utilité de ces ressources qu'on aura mobilisées. Alors Erwan, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, on dit que c'est souvent un ensemble de transformations qui vont progressivement amener l'organisation à évoluer, et notamment avec cette intention qui est de pouvoir rapprocher la valeur économique de la valeur d'usage.
Et pour ça, elle va notamment s'appuyer sur des ressources intangibles, la confiance, la compétence, la santé, la pertinence. Et elle va mobiliser ces ressources intangibles pour soutenir le développement de l'entreprise, en faisant en sorte que cette entreprise, elle mette au centre de son organisation les effets utiles. C'est-à-dire que plutôt qu'elle se concentre sur les produits ou les services de l'entreprise, elle va se concentrer sur en quoi ce qu'on produit, ça a des effets et c'est utile. Alors, pour démarrer cet temps d'échange avec toi, moi, j'aime bien qu'on prenne un temps pour comprendre qui est la personne qui va nous parler. Et donc, ma première question, c'est ben, est-ce que tu peux te présenter toi en tant que Erwan? Erwan Trotou, chef d'entreprise, bien sûr, mais Erwan de façon plus globale. Bonjour Erwan, qui es-tu? Bonjour à tous et merci Elodie pour cette belle présentation de l'entreprise où pas mal de choses ont déjà été dites. Alors moi qui je suis, moi je suis normand d'origine qui suis allé faire ses études à Toulouse et notamment une formation d'ingénieur en biochimie et procédés. Je dirais que j'ai toujours été attiré par l'aspect environnemental au sens large, déchets, eau, etc. depuis mon adolescence. De la même manière, je pense que, enfin, ayant des parents enseignants, le côté transfert et partage ont toujours été des choses importantes pour moi et assez naturellement, en fait, mes premiers jobs, ça a été à l'Agence de développement économique régional de Midi-Pyrénées, puis dans un centre de transfert de techno, dans une plateforme technologique. C'est des petites structures. Je fais une petite pub sur ce type de structure, mais c'est des structures qui permettent à la fois aux étudiants de voir le réel et de sortir un peu de la salle de cours, et puis en même temps à des entreprises locales et justement d'avoir des solutions concrètes à des problèmes concrets. Et donc, je pense que ce côté transfert de techno, d'ailleurs, à travers Sapoval, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et donc, bah, ce mix-là et ce premier job dans ce centre de transfert de techno m'a permis, moi, à 25 ans, de prendre une techno de saponification des déchets gras et d'essayer de l'industrialiser avec eux. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, Sapoval, la saponification, c'est moins de 30% de l'activité. Alors, ça reste 30%, mais c'est moins de 30%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'industriels, on les a écoutés et puis ils nous ont dit, bah, avant de traiter et de saponifier les déchets gras, je pourrais y revenir rapidement, on a d'abord la thématique eau à gérer, parce que si l'eau qu'on rejette, elle n'est pas conforme, on ferme le site. Je simplifie et bien des industriels prennent le problème un peu en amont aussi, mais je dirais que une fois sur deux ou une fois sur trois, on a quand même ces contraintes très fortes qu'on va avoir sur l'eau, et ce qui fait que de fil en aiguille, on a effectivement, outre on va dire, la brique technologique innovante, saponification, on a développé toute cette offre d'ingénierie que tu as présentée, Elodie, puis de travaux, puisque bah, des clients qu'on a conseillés sur l'ingénierie nous ont dit, bah, c'est bien, mais j'ai confiance en vous et je veux le faire avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez pas vous réaliser ce que vous conseillez? Et, euh, et d'ailleurs, ça a permis au niveau de Sapoval, moi, à la fois d'avoir un positionnement atypique, c'est-à-dire que dans le monde de l'eau, voilà, il y a des bureaux d'études qui font des études, il y a des entreprises de travaux qui font des travaux, et souvent on mélange pas les deux activités dans une même structure. Mais moi, je trouve que pour les collaborateurs et pour les clients in fine, c'est beaucoup plus riche d'avoir des gens au bureau d'études qui vont faire des mises en service, d'avoir des gens aux travaux qui puissent s'appuyer sur des gens qui ont préconisé des solutions techniques. Et comme ça, tu as parlé de pragmatisme, mais on a des solutions qu'on préconise au bureau d'études qui sont quand même beaucoup plus proches du terrain que, que d'autres, parce que ben, on a les gens qui vont l'installer ou qui sont capables en tout cas de l'installer, d'avoir un regard critique sur la solution technique préconisée qui est important. Donc aujourd'hui, bah, effectivement, aujourd'hui, depuis 10 ans maintenant, et 11 ans maintenant, depuis hier, je le disais, euh, ben, on développe ces activités en support du monde industriel beaucoup et un peu la collectivité, avec à la fois la capacité, avec une mission qui est ensemble de rendre nombre accessible la valorisation de l'eau et de ses composants. Et je pense que tu as euh, bien présenté le fait que pour nous, enfin, voilà, j'aime pas le mot traitement d'eau, il faut qu'on soit dans la valorisation. Moi, j'ai l'impression que sur l'eau, on a 20 ans de retard sur le déchet et on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur le déchet. Donc, ça veut dire le chemin qu'il y a à parcourir sur l'eau. On commence à prendre conscience effectivement que
un métaux qu'on appelle rare quand on l'extrait, il s'appelle métaux lourds quand il est dans l'eau. Donc il y a énormément de choses qui vont évoluer dans les années à venir sur cette thématique de la ressource en eau. Les dernières années nous ont montré qu'on en manquait un peu partout sur notre territoire déjà national, et deux, sur toutes les matières premières qu'on peut extraire de cette molécule. Donc bah, voilà, c'est notre quotidien d'essayer de trouver des solutions. Et si je reviens à la question originale, c'est qui je suis moi, et ce côté transfert et surtout appréhension. Voilà, pour que les choses marchent, il faut avoir pris en compte les personnes qu'on a en face, et les utilisateurs, et avoir vraiment compris quels étaient leurs leviers pour travailler sur l'ergonomie de la solution qu'on propose, pour travailler sur la formation et sur l'explication, et vraiment s'adapter justement bah, aux différents profils des personnes qu'on a en face. Si je prends l'exemple d'un industriel, on va avoir le directeur de site, le responsable environnement, le technicien de maintenance qui va être aux manettes derrière. Il faut avoir un discours adapté à chacun pour à chaque fois présenter la solution technique d'une manière différente, mais qui soit convaincu que c'est la bonne, et donc qu'ils aient la confiance de la mettre en œuvre, et ensuite de l'exploiter telle qu'elle. Merci, Erwan. Ma deuxième question pour toi, elle était sur les déclencheurs de transformation, d'accélération de transformation, parce que je crois vraiment que on parle de trajectoire sur la question d'évolution des modèles économiques. Vous n'avez pas attendu Terre de FC pour le faire. Vous n'avez pas attendu de découvrir l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour le faire. Et pour autant, à un moment donné, il y a une envie de passer un cap et d'aller pousser la porte de cette notion, de cet enjeu de transition économique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus des déclencheurs qui t'ont poussé à repenser le modèle, à agir sur la partie Va innovation? prendre ton petit déjeuner avec ta femme, elle râle parce qu'elle est toute seule. Bonjour Karine. Voilà, merci. Euh, donc, non pas uniquement mettre en place des transformations sur la partie innovation, mais aller encore plus loin sur la partie innovation des modèles économiques. C'était quoi les déclencheurs pour toi, ton entreprise? Ouais, alors comme tu le dis, je pense que en fait naturellement, moi dans ma façon d'être, le côté coopération est assez naturel. Je fais très vite confiance et je suis optimiste en la relation humaine, et en fait qu'ensemble on est plus fort et on va plus loin. Euh, et après, ce qui a été vraiment déclencheur, c'est de se dire, petit un, nos clients, beaucoup en industrie, ont énormément de mal à reconnaître la valeur qu'on apporte. C'est-à-dire que beaucoup savent quand même combien ça leur coûte une journée de non-production, mais comme ça arrive très rarement qu'on leur interdise de produire à cause de l'eau, globalement, jusqu'à maintenant, ils ont du mal à monétiser, et l'impact environnemental, j'en parle même pas. Et donc, il y avait un vrai sujet chez nous de comment arriver à mieux vendre nos prestations, notamment d'ingénierie. Les gens sont à peu près prêts à payer du matériel. Par contre, payer de l'heure ingénieur pour avoir du conseil, ils le payent beaucoup plus difficilement, alors qu'en vrai, c'est peut-être ça qui apporte le plus de valeur. Et ensuite, il y avait effectivement, nous, dans nos modèles, bah, on parlait d'activités d'études ou de travaux. Il y a deux choses, mais si on conseille bien et qu'on forme bien, déjà, au bout d'un moment, bah, ils n'ont plus besoin de nous. Bon, en vrai, ça se passe pas tout à fait comme ça, mais il y a un côté, si on ferait bien notre boulot, ben, il faut passer. Et donc, on est toujours en conquête commerciale, entre guillemets, avec un gros travail pour aller chercher. Enfin, il n'y a pas du tout de récurrence dans ces modèles-là. Euh, et souvent, il y a à la fois pas de récurrence, et à la fois, quand on est appelé, c'est toujours dans l'urgence. Donc, alors que si on travaille la thématique environnementale de manière en prévention, en médiation avec les interlocuteurs réglementaires, etc., les gains, on les démultiplie. Et donc, c'était vraiment d'essayer, bah, suite effectivement à une rencontre, en l'occurrence avec toi, Elodie, où ça a mis un certain nombre de mots et de concepts sur des idées qui étaient déjà un peu, enfin, non, comment dire, non conceptualisé ou non conscientisé, j'aime bien, voilà, chez nous et chez moi, pour essayer justement de travailler sur ces deux leviers. Un, essayer d'améliorer la reconnaissance de la valeur, et deux, essayer de travailler moins dans l'urgence, plus dans la récurrence, et plus d'une manière préventive. Qu'est-ce que ces mots et ces concepts, le fait d'avoir pu mettre des mots sur des choses que tu avais déjà dans ta tête ou sur des pratiques
que vous faisiez déjà un petit peu. En quoi mettre des mots, ça a été soutenant dans la trajectoire de la boîte? Euh, alors, plus que mettre des mots, en fait, moi je retiens les ateliers collectifs qu'on a pu faire dans l'accompagnement. C'est-à-dire que, en fait, dans l'accompagnement qu'on a pu avoir là sur 2021-2022, où en gros on a eu 5 consultants qui nous ont accompagnés de manière différente pour essayer justement de révéler un peu et de répondre à ces 2 questions que je viens de poser. On a fait notamment 2 ateliers collectifs où on a rassemblé autour de la table à la fois des clients, des fournisseurs, des collectivités, etc. Et on avait fait aussi un travail en amont de cartographie des parties prenantes. Et le fait de mettre tout le monde autour de la table, déjà, nous, ça nous a fait vraiment prendre conscience de notre alors, atypicité, ça ne doit pas se dire, mais en tout cas de notre posture qui était pas, on va dire, classique dans le milieu. Ça nous a fait prendre conscience aussi enfin, pour moi, ces ateliers, je les prends vraiment comme une mine d'or. Et d'ailleurs, j'ai encore des fichiers Excel avec, je pense, des dizaines d'idées qui ont été sorties de ces ateliers qu'on n'a pas encore totalement exploitées, avec plein de filons, si je fais le parallèle avec la mine d'or et de pépites à aller chercher, parce que ça nous a permis de rendre compte de choses qui avaient de la valeur, dont on se rendait pas on se rendait pas compte, nous, en interne, qu'elles en avaient pour nos clients, ou d'autres parties prenantes. On s'est aussi ouvert sur le fait que tout n'est pas monétaire, mais qu'on peut aussi exploiter, on va dire, c'est des choses bêtes, mais rien de mieux qu'un retour d'expérience client porté par le client lui-même, si jamais il peut pas, on va dire, économiquement payer à la bonne valeur peut-être la prestation qu'il paye. Donc, à reconnaître ce genre de petites choses, et puis à mettre, enfin voilà, à prendre conscience de tout ça, à la fois moi en tant que dirigeant, mais aussi tous les salariés, puisque dans ces genres d'événements collectifs, évidemment, la majorité des salariés étaient présents et ont participé à ça et ont pu prendre conscience de ça, en être fier. Et c'est des choses toutes bêtes, hein, mais quand on est fier de ce qu'on fait et qu'on est, comment dire, aligné avec le positionnement de l'entreprise, ben, déjà, on parle pas pareil avec les clients, on parle pas pareil dans l'approche commerciale, on parle pas pareil pendant la prestation, et ça, c'est des choses qui se ressentent, ça génère une confiance qui est naturelle et forte, qui fait qu'on travaille beaucoup mieux et en sérénité, à la fois chez nous et à la fois pour nos clients, quoi. Oui, parce que pour te connaître assez bien, tu dis souvent que une des raisons qui a enclenché le, le passage à l'action d'investir sur le dispositif d'action, sur le dispositif d'accompagnement qu'a pu bénéficier Sapoval, c'était cette volonté de travailler sur une nouvelle offre pour rapprocher la valeur économique de la valeur réellement créée, et qu'un des premiers effets, il était auprès des collaborateurs. Mm. Ouais, le premier effet, bah, suite à ces 2 ateliers, je pense que c'était le côté engagement, réengagement, mais en tout cas, et définition un des premiers travaux qu'on a, enfin, au final, notre atypicité, notre multiplicité d'activités faisait qu'on avait un positionnement qui n'était pas forcément bien clair. Donc, on a fait un gros travail interne de clarification de qui on est, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi réellement notre raison d'être. Alors, c'est bien, on vend de l'environnement, donc on a cette gratification personnelle, et puis forcément, on a des gens sensibles à ça dans l'entreprise, mais derrière, ça nous a permis effectivement, enfin, ce côté alignement là, dont je parlais, qui est, à mon avis, primordial pour générer la confiance. Et effectivement, moi, le premier effet de la démarche que j'ai vu dans les 6 premiers mois de travail, ça a été ce côté, investissement des salariés, de prendre du temps, parce que clairement, là, tout ce dont on parle, c'est des heures et des heures passées chez nous à réfléchir ensemble à qui on était, ce qu'on fait, etc. On le fait rarement ou jamais. D'ailleurs, on va pas. Voilà, on a pris un gros temps il y a 2 ans et demi. On va pas le prendre tous les ans, ce gros temps, mais derrière, ça nous donne énormément de pistes à travailler, et pour plusieurs années, moi, je pense. Et après, quand tu parles de trajectoire, et je pense que c'est vraiment ça, faut arriver à avoir la patience, même si c'est pas facile dans le monde de l'entrepreneuriat, de se dire que c'est pas après pas, étape après étape. Euh, de la même manière, on reparlera sûrement modèle économique derrière, mais il y a le vœu pieux d'un jour se dire, enfin, on monétise. Je sais pas si on monétise, mais en tout cas, on sera capable de tout quantifier
et de se répartir la valeur qu'on dégage de part et d'autre. Aujourd'hui, on en est, en tout cas sur le sujet eau, peut-être sur le sujet énergie, c'est un peu plus facile, mais sur le sujet eau, on en est encore très loin. Donc c'est un vœu pieux et une ambition ultime, peut-être qu'on n'atteindra jamais parce que c'est quand même assez complexe techniquement, mais, euh, mais c'est ce vers quoi on veut tendre. Et quand on a ce discours-là vis-à-vis forcément de nos clients industriels, bah, il y en a certains chez qui ça fait tilt et c'est assez naturel derrière et ça permet de générer une confiance de travail qui est tout de suite beaucoup plus forte. Alors justement, quand on porte ce vœu pieux, on sait que c'est un peu le Graal et on ne sait pas si un jour on va l'atteindre. Mais néanmoins, eh ben, vous avez déjà mis en œuvre des actions de transformation, des nouvelles façons de développer du business avec des clients. Euh, dans cette façon avec laquelle vous avez fait évoluer la relation client, la relation commerciale, alors soit en phase amont, soit en phase en cours de réalisation, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple très concret de choses que vous ne faisiez pas avant et qui contribuent à développer ces fameuses ressources intangibles et puis développer aussi l'activité de l'entreprise? Alors, il y a eu on a fait évoluer avec ce positionnement la première chose, c'est tous nos outils de communication. Le travail aussi qu'on a fait pendant 2 ans nous a permis, enfin, il y avait une travail de valorisation, ce qui nous a permis de faire un petit motion design, qui est aujourd'hui un superbe outil de communication parce qu'il nous décrit bien et il est vraiment en phase avec qui on est. Donc là, c'est sur une partie posture commerciale, outils commerciaux, etc., qu'on très vite évolué pour utiliser des mots un peu différents et plus en lien avec qui on était, avec ce qu'on pouvait apporter. Ensuite, ça nous a fait aussi travailler, et notamment, alors l'objectif du projet était de développer une offre type EFC en termes de modèle économique. Au final, cette offre, je pense qu'on l'a quasi jamais vendue en tant que telle et seule. Mais par contre, ça nous a fait identifier plein de petites briques d'offres sur lesquelles on avait de la valeur. Et ça nous a fait faire des approches encore plus à tiroir que ce qu'on faisait avant. Qui permettent donc avec en gros d'apporter au client voilà, de lui dire bah voilà, pour faire pour répondre à la question que vous avez, petit 1, aujourd'hui on se connaît pas bien encore, donc il y a toute une première phase de préétude sur laquelle on va apprendre à mieux vous connaître et en même temps ça vous coûte pas cher comme ça, enfin entre guillemets c'est une première étape et puis il y a la deuxième étape, la troisième étape. Donc ça met en confiance nos clients qui se disent bon bah eux voilà, on a comment dire, une trajectoire à peu près claire de la prestation qu'on peut avoir et on sait où on va aller. On voit qu'ils nous disent qu'ils savent pas tout et qu'il y a des endroits où peut-être qu'il faudra faire ça, mais c'est pas sûr. Mais il y a déjà les coûts, il y a déjà les options, voilà. Donc, au final, on a vraiment effectivement travaillé sur une refonte de la façon de construire nos offres. Ça, c'était une des premières choses. Donc, Et quand vous faites ça, après, en fait, vous vous mettez à la place du client en vous disant de quoi il a besoin le client. Il a besoin de savoir par quelles étapes il va passer. Il a besoin d'avoir une enveloppe globale budgétaire pour pouvoir se projeter sur un temps tout à moyen long fait. terme. Il a besoin aussi de se dire qu'il ne va pas tout dépenser d'un coup, parce que s'il n'y en a pas besoin, eh bien, ce serait quand même sacrément dommage d'avoir fait de telles dépenses. Et donc, en fait, cette nouvelle offre, elle a vraiment pris le temps de comprendre c'était quoi les contraintes de nos interlocuteurs en face et comment est-ce qu'on pouvait l'accompagner là-dedans. Ouais, je pense que alors oui, oui, je pense qu'effectivement, c'est ça, ça met en confiance, ça permet aussi aux clients de défendre, enfin, parce que nous, on a souvent des gens qui sont à l'environnement, à la qualité en face de nous dans les premiers échanges. Et donc, ça permet aussi vis-à-vis d'acheteurs, enfin, eux en interne, parce que souvent, c'est pas, enfin, sur les prestations d'ingénierie, c'est pas forcément nous qui le défendons auprès des acheteurs. Et donc, ça permet eux aussi en interne, enfin, d'avoir aussi un argumentaire de défense de pourquoi il faut le faire et pourquoi on va dire choisir telle personne, parce qu'on a déjà, au début, sur la première phase, on est accessible et on a une idée assez claire de là où on va. Après, Tu rajoutes une autre enjeu qui est permettre à vos interlocuteurs d'être en capacité de construire un argumentaire
auprès de ces décideurs à lui pour pouvoir soutenir les investissements qu'il considère, après avoir fait un travail avec vous, comme étant nécessaires et pertinents. Ouais. Et il y a il y a notamment deux briques qu'on sous-estime énormément. Moi, je pense à la brique médiation avec On en parle de celle-là, la médiation, ça consiste en quoi? Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple En gros, oui, oui, je peux donner un exemple, c'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart enfin, en gros, il y a chaque industriel va avoir réglementairement deux points de contact. Un premier point qui est l'ADREAL, qui est généralement enfin voilà, qui va contrôler que l'installation maîtrise ses impacts sur l'environnement de manière générale. Et ensuite, on va avoir le gestionnaire d'assainissement sur la thématique eau, qui est la collectivité locale, qui généralement est la personne qui traite in fine les eaux de l'industriel pour beaucoup. Et aujourd'hui, donc, on va, nous, dans toutes nos offres, dès qu'il y a ces possibilités-là, on va intégrer effectivement une proposition qui est d'accompagner le client dans la discussion avec ses interlocuteurs, parce que tout est histoire de négociation, en fait. Si aujourd'hui on a une station qui est capable de traiter une pollution, pourquoi la traiter chez l'industriel alors que c'est possible de la traiter en dessous? Et si ça peut être une solution gagnant-gagnant qui évite à l'industriel d'investir parce qu'il y a déjà un outil collectif qui a été investi et que la pollution de l'industriel ne met pas en péril cet outil collectif, on va dire, et nous, on a ce regard technique de pouvoir porter en tant que tiers personne cet argumentaire qui explique à chaque partie prenante que la solution qui a le plus de bon sens, c'est celle-ci. Ça fait une ressource économique complémentaire à la collectivité pour amortir sa station. Pour l'industriel, c'est un investissement évité, par exemple. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, et derrière, l'Adréal, à partir du moment où le milieu naturel est respecté et que tout le monde est d'accord autour de la table pour travailler comme ça, il n'y a pas de raison qu'ils ne suivent pas, on va dire, le bon sens. Donc, et aujourd'hui, nous, on se rend compte que sur un certain nombre de collectivités, là, j'ai l'exemple d'une industrie du minéral là qu'on a accompagné ces derniers temps là dans la Mayenne où ils ont un projet pilote pendant 1 an ils vont produire un effluent et après ils le produiront plus. Donc voilà, c'est soit l'effluent il partait sur les routes pour être traité à 300 km. Vous imaginez plusieurs milliers de mètres cubes pendant 1 an qui partent sur les routes et on n'imagine même pas les coûts associés. Alors qu'en soi, l'effluent était totalement compatible avec être transporté à 5 km à la station d'épuration d'à côté. Donc ça a été effectivement de mettre en confiance la collectivité sur le fait que l'industriel, déjà, s'il fait appel à nous, c'est que quand même il a conscience de ce qui va, comment dire, impacté. Et derrière, pour l'industriel, on passe d'un coût de 150 € le mètre cube d'eau traitée à moins de 10 € le mètre cube d'eau traitée. Donc, d'un point de vue là purement économique, outre le respect environnemental, et on n'a même pas quantifié l'aspect CO2 avec les camions sur les routes. Mais en tout cas, on est sur une solution qui a évidemment plus de sens que l'élimination de ce flux d'eau. Voilà. Et donc, Voilà. l'exemple que tu donnes, il est très intéressant parce qu'on voit comment est-ce que ces fameuses ressources intangibles, que sont votre compétence, votre capacité à créer des liens de confiance entre les différents acteurs, votre expertise qui se dit, OK, ces gens-là, on peut s'appuyer sur eux, ils vont jouer ce rôle de médiateur par rapport à cet enjeu-là, ça permet d'allier de façon très, très imbriquée la question, dans l'exemple, la performance environnementale avec la performance économique. On a une question d'Isabelle Janot qui se disait, mais alors du coup, Erwan, comment tu valorises ce truc-là? Très Et c'est mal. quoi la réaction des participants? Très mal. Non, par rapport à la valeur, on peut prendre cet exemple qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Ouais. nous, sur ce type de... D'ailleurs, c'est une Comment des tu autres le choses. valorisais? Comment tu es en train de le valoriser? Comment tu adorerais pouvoir le faire? Ouais. Alors, comment je le valorisais? Comment je le valorisais ou je le valorise aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, c'est un nombre d'heures passées à faire de la médiation que je vends à un taux horaire d'ingénierie classique. Ça, maintenant, je le vends plus à un taux d'heure d'ingénierie classique, on le vend à un taux d'expertise. On a gagné quelques centaines d'euros de la journée sur ce type de prestations. Dans un Par contre, contexte où avant, tu ne le vendais peut-être pas même, je crois. il y a sûrement eu des fois où on ne le vendait pas, effectivement. Et donc, bon, nous, de notre côté, après, si je reprends l'exemple, là, c'est quand même des milliers, voire enfin, c'est plutôt des dizaines de milliers d'euros gagnés pour notre client. Aujourd'hui, il n'y en a pas une partie. Aujourd'hui, on arrive encore
pas à avoir un pourcentage de la valeur qu'on générerait, ce serait beau, mais pour l'instant, on est encore là-dessus. Par contre, ça, c'était aussi une de nos autres évolutions. Ça a été aujourd'hui, dès qu'on arrive à avoir un climat de confiance, on travaille plutôt avec un budget maximum et un réel réalisé. Tu nous en Alors, parles de ça aussi, de cette façon alternative de contractualiser? ouais, bah, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on ne sait jamais quand on vend une étude exactement combien d'heures on va passer. On estime, on imagine, avec Pascal qui est autour de la table là ce matin, on échange avec le bureau d'études et les ingénieurs du bureau d'études sur est-ce que on est dans les choux, est-ce qu'on pense, voilà, et puis on fait, et puis parfois ça marche, parfois on se trompe, etc. Souvent, quand on se trompe, hein, généralement, c'est que bon, on a des difficultés d'échange, d'avoir les bonnes données, etc., etc. Mais, euh, mais par contre, ça génère déjà un stress en interne d'être sûr de respecter le nombre d'heures qui a été vendu. Et puis derrière, on s'est rendu compte que le fait, à partir du moment où on avait un peu confiance, etc., ça génère aussi une confiance de l'autre côté du client. C'est-à-dire que le client, il se dit, mais peut-être que j'ai un budget max qu'on dépassera pas. Ou si jamais on le dépasse, parce que ça peut arriver, bah avant d'atteindre le budget max, on va dire, ah, attention, on a dérivé pour telle et telle raison. Donc, soit on se dit, on s'arrête au budget max et à ce moment-là, voilà, on digresse pas, mais ça nous permet d'aller au niveau de nos ingénieurs un peu parfois explorer des choses qu'ils n'auraient pas pris le temps d'explorer. Et ça, on le présente nous commercialement à nos clients. Ça nous permet de, de, de comment dire, en tout cas de donner de la liberté et de la sérénité en interne à nos ingénieurs pour mieux faire leur boulot. Moi, c'est l'impression que j'en ai. Et l'idée, effectivement, hein, c'est assez simple, hein, c'est juste de dire, mais voilà, nous, on pense que, en gros, nous, on imagine un nombre d'heures, ben, on prend une marge et un matelas raisonnable pour pouvoir aller explorer d'autres choses. Si on le fait, ben, on le vend, et si on le fait pas, ben, en soi, c'est des heures qu'on n'a pas fait, donc en soi, on garantit notre marge associée aux heures réellement réalisées. Donc, 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 logiquement, on arrive à faire des choses gagnant-gagnant, on va dire, dans les deux côtés. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y gagne le client à ce que tes collaborateurs ils passent plus de temps sur un dossier quand ils font ça? Alors, ce qu'il y gagne, c'est-à-dire quand on y passe plus de temps, c'est qu'il y a enfin, il y a un réel, comment dire, gain potentiel économique ou environnemental à aller chercher. Ou parce que on a découvert quelque chose qui n'était pas su, connu et vu, et le client, il a aussi l'honnêteté, enfin, on travaille en confiance, hein, de se dire, ah bah oui, en gros, on n'avait pas bien cadré, ou on n'avait pas bien cadré, ou on n'avait pas identifié cette contrainte réglementaire qui n'était pas posée au démarrage, donc forcément, ça nécessite plus de travail. En tout cas, ça permet d'avoir cet échange, et c'est important d'avoir cet échange au long de la prestation pour, pour recadrer si nécessaire les choses. Aujourd'hui, sur les sujets de réutilisation des eaux, il y a un contexte réglementaire très mouvant, pas très clair, enfin en tout cas qui est en grande évolution. Donc il y a des vrais enjeux on revient aussi un peu à la médiation, mais à savoir si les choses sont réalistes, réalisables ou pas, réglementairement, est-ce qu'on a le droit de le faire, pas le droit de le faire, quelles sont les démarches réglementaires. C'est assez complexe. C'est en train de se simplifier, mais c'est encore assez complexe. Et donc on a des vrais enjeux sur, voilà. Enfin, mais une fois de plus, je pense qu'au final, enfin, je parle beaucoup de confiance parce que je pense que beaucoup de choses sont associées à ça. C'est au final, le fait d'avoir quelqu'un en face de vous qui dit, si je passe moins de temps que ce que j'avais prévu, en gros, ça sera moins cher pour vous. Il y en a pas beaucoup qui le font. En tout cas, dans les petites études, voilà, j'en connais pas beaucoup. J'aimerais qu'on aille explorer un autre sujet, un autre travail que vous menez et qui a permis de développer des collaborations en interne et puis d'autres façons de travailler avec le client, qui est votre capacité à euh, accueillir la demande d'un client et de se dire, on va aller creuser un petit peu parce que peut-être que ce qu'il demande, c'est pas ce dont il a tout à fait besoin. Est-ce que tu aurais un exemple là-dessus qui nous permettrait de voir comment est-ce que ça a fait bouger les lignes en interne entre le BE et le commerce et comment ça permet ce genre d'approche où on prend le temps de re-questionner le besoin, de faire évoluer le contenu même de l'offre en permettant des économies dans une approche écologique globale, en fait, santé, stress, économique, écologique, environnementale, évidemment, économique aussi. Hmm.
Je cherche le bon exemple. Alors, je dirais que peut-être c'est presque sur les travaux, parce qu'au final, on a beaucoup travaillé, nous, dans le projet sur l'ingénierie, parce que c'était enfin, là où on avait peut-être le plus de mal à faire reconnaître la valeur. Mais je dirais que sur 2 ou 3 chantiers, par exemple, euh, c'est aussi une posture de sobriété, de se dire, j'ai un existant. Souvent, on a tendance je veux du neuf, donc je rase tout, je refais. Alors que quand on a des ouvrages existants ben, et qu'il y a la possibilité de les réutiliser. Alors j'avoue, hein, pour l'intégrateur, enfin pour nous, constructeurs, c'est plus simple de partir d'une dalle nue que de réutiliser un bassin. C'est plus simple de travailler à la surface que de descendre à 3 mètres au fond d'un poste de relevage. Enfin, donc c'est pour ces raisons que aussi beaucoup de nos confrères s'ennuient pas forcément et puis généralement si on revend tout neuf, ben, en termes de chiffre d'affaires, ça fait plus de chiffre d'affaires. Mais effectivement, bon, nous, l'idée, c'est d'apporter on disait la juste solution aux vrais besoins, ce que tu disais un peu en introduction. Et effectivement, sur les travaux, souvent en appel d'offres, là j'ai l'exemple d'un abattoir, on va répondre à la base, mais par contre, derrière, nous, notre particularité, c'est qu'on répond pas à un appel d'offres sans variante. Et généralement, avec une variante, on arrive à être moins disant économiquement en garantissant des performances au moins similaires parce qu'on va imaginer différemment on va dire, l'utilisation comment dire, des ouvrages existants, réutiliser ce qui est réutilisable, au moins en termes de structure, quitte à changer les équipements électromécaniques, mais on va essayer de rentrer dans ce détail-là pour être, on va dire, bah, à la fois, enfin, là c'est de l'ingéniosité à la conception, hein, on va dire, mais pour éviter bah, du béton consommé, pour éviter, pareil, qui dit repartir sur du neuf, souvent s'il dit des arrêts d'usine. La plupart des usines avec lesquelles on travaille, si on peut leur garantir la continuité de service durant tout le chantier, c'est une vraie plus-value. Donc c'est des choses qu'on va essayer de quantifier et de présenter dans nos offres. Du coup, là-dessus, j'ai deux questions. La première, c'est une question d'Isabelle, que je pose ici, Isabelle, même si elle était pour l'exemple de tout à l'heure, mais je suis sûre qu'elle va te plaire à cet endroit-là aussi. C'était cette idée de comment est-ce que tu es capable aujourd'hui de créer un espace de discussion avec le client sur, ou tes équipes commerciales en interne ou avec le bureau d'études ou les équipes travaux, de ces bénéfices et de ces effets utiles. Déjà, c'est quoi, est-ce que vous avez un petit processus de conscientisation de ces effets utiles-là entre vous ou avec le client? Euh, alors, c'est pas aussi Formalisé? forcément, voilà, c'est pas formalisé. Je dirais bah, aujourd'hui, forcément, nous, dans notre façon de travailler, on a pris conscience de ça, donc ça devient, je dirais, assez naturel au quotidien en interne de travailler de cette manière-là. Et ça fait partie, je dirais, presque de notre ADN désormais. Donc, je dirais qu'en interne, on n'a pas spécialement des moments d'échange, mais quand on échange sur des dossiers, forcément qu'on va avoir que l'un ou que l'autre, parce que, enfin, ça peut être nous deux, mais ça peut être aussi les responsables de pôle qui vont défendre une offre. On va en tout cas questionner ce type d'approche ou essayer d'avoir ce type d'approche. Avec le client, certains, alors là, c'est toujours pareil, c'est quel est le climat de confiance qu'on a su générer, quelle est la proximité qu'on a. Donc, on a quelques clients avec lesquels on bosse depuis 2018, 2017, en termes d'une assistance technique suivie, etc. Ce qui fait qu'à travers des points, souvent de l'ordre du trimestre, on re-questionne le besoin avec eux. Enfin, on fait un bilan sur ce qui s'est passé, un bilan technique, économique, performance, etc. Et deux, à chaque point trimestriel, on refait le point et on enlève ou on intègre des briques. Là, j'ai l'exemple avec Brienne Environnement, là, qui est une entreprise qui lave le verre avant qu'il aille dans une verrerie pour être recyclé.
où, par exemple, l'année dernière, on a dit, ah bah tiens, on trouve qu'il faut continuer à faire monter en compétences les salariés, donc dans l'assistance technique, on rajoute 2 demi-journées de formation et qu'on rajoutera tous les ans, comme ça on s'engage, enfin, côté, voilà, moi, entreprise, j'ai conscience qu'il faut que je fasse monter en compétences mes salariés, on le met dans le contrat, comme ça c'est clair, c'est vous qui êtes responsable, vous mettez en place, etc. C'est office, c'est fait dès le début d'année et je suis en confiance. Aujourd'hui, on voit qu'au final, ce qu'on apporte à d'ailleurs ces clients de longue date et de confiance avec lesquels on arrive à avoir ces moments-là, eux, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment de la sérénité, c'est d'être sûr que l'eau ne sera pas un sujet impactant sur l'activité. Alors, pas un sujet, c'est un sujet de faire des économies, c'est un sujet d'avoir l'amélioration continue et on est là pour les aider là-dessus, mais, mais un sujet effectivement pas bloquant et au contraire source de compétitivité. C'est de faire de l'eau pas une contrainte environnementale, mais au contraire une possibilité de levier de compétitivité et aussi, mine de rien, de fierté des équipes, hein. Enfin, il y a rien de plus gratifiant que de voir une eau toute noire en entrée d'une station et de la voir toute transparente en sortie et compatible avec le milieu naturel pour n'importe quel technicien de maintenance. Et c'est bien plus gratifiant que d'aller huiler les rouages d'une pompe, ou même si c'est intéressant, et je dénigre pas cette activité-là qui est importante, mais il y a ce côté-là, on va dire, Qui est intéressant. est intéressant. Tu parlais justement de la question de la montée en compétences des clients et vous avez développé une offre de remontée de données à distance. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette offre et justement de ses effets en termes de montée en compétences et de stress, de gestion Ouais. du stress, de la charge mentale? En gros, on est parti du constat, là, durant un peu le diagnostic et les échanges avec les parties prenantes, qu'on était toujours réactifs et pas très proactifs dans le conseil, parce que souvent, on n'avait pas la donnée côté Sapoval. C'est-à-dire qu'on avait la donnée qu'au bilan trimestriel ou mensuel qu'on faisait chez le client. Et au final, donc, on a travaillé avec une entreprise, enfin, Perax Technologies, pour pas la citer, qui est basée pas loin de Toulouse, pour justement pouvoir avoir ces données-là du client directement chez nous sans rien avoir à faire. Donc, c'est de l'IoT, hein. Enfin, voilà, je prends des données. Alors, c'est un peu complexe parce qu'elles sont sous plein de formes et que il faut les récupérer. Et par contre, ce qu'on voulait surtout, c'est pouvoir faire des tableaux de bord très sur mesure. Un, pour nous suivre et pouvoir conseiller, et deux, pour que le client puisse être aussi plus moteur, parce qu'on a encore pas mal d'industriels qui n'ont pas de supervision ou qui n'ont pas, en tout cas, qui n'ont pas de vue sur ce qui se passe au quotidien. Et derrière, quand il y a des problèmes, c'est très compliqué d'en comprendre la cause, d'expliquer et donc de prévenir que le prochain problème ne se passe pas. Et donc, effectivement, on a mis en place ça chez un certain nombre de clients, et ça nous permet aujourd'hui, outre cet outil-là, c'est un outil qui génère des alarmes, c'est un outil que nous, en fait, c'est nous qui le paramétrons sans aucune connaissance informatique. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des visualisations très tournées utilisateurs. Et effectivement, les alarmes qui permettent de prévenir et autant le client que nous de problèmes qui se passent pour pouvoir réagir plus 2 mois après, mais dans la journée à n'importe quel problème. Et donc éviter, bon, déjà, tout rejet non conforme, mais aussi être proactif dans l'amélioration continue de l'exploitation de l'installation. Qu'est-ce que ça permet? Donc, on voit déjà des premiers éléments que ça permet côté client. Je me rappelle avoir interviewé il y a 1 an ou 2 un de tes clients et notamment l'exploitant euh, sur comment est-ce que ce dispositif il contribue à la question de la santé chez le client, à la fois chez le client, on va dire dirigeant et chez le client exploitant. Ouais, aujourd'hui, enfin, là, c'est une charge mentale, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, il y a un vrai stress aujourd'hui quand un industriel rejette une quantité d'eau importante au milieu naturel et que parfois, pour des raisons souvent explicables, en tout cas, on est en limite de ce qu'il a le droit de rejeter, et ben, il y a un vrai stress et puis mais c'est pas le métier de gérer une station d'épuration, c'est un métier en soi. Et c'est pas du tout le métier de l'industriel. Mais en même temps, c'est important qu'ils sachent comment ça fonctionne et c'est important d'en être maître. Donc, ce qui est sûr, c'est comment arriver à travers ces différents outils, à le rassurer et à lui prendre une partie de sa charge mentale que nous, on va avoir aussi de notre côté pour être sûr que quand il a un problème, il sait qui appeler, il sait que dans les 12 heures à 24 heures, on l'aura rappelé avec une première discussion
Et il sait qu'on aura la capacité, soit avec des analyses chez nous, soit avec puisqu'on a un petit laboratoire interne qui fait des analyses, soit à travers effectivement l'exploitation des données, on va être capable de comprendre la cause et de travailler avec lui à résoudre la cause pour voir le problème en question. Dans le travail avec lui, il y a une question, une autre ressource immatérielle qu'on mobilise, c'est celle de la compétence. Mm. En quoi ça contribue à faire évoluer les compétences? Bah, en fait, c'est si on veut être une équipe efficace avec lui, eh ben, il faut que quand on lui dit, ben, tout bête, mais quelqu'un qui fait de la maintenance, d'analyser des signaux oxygène et redox sur un bassin d'aération d'une station d'épuration, je veux dire, c'est pas à la base son job, c'est complexe, c'est de la biochimie, c'est du procédé. Enfin, je veux dire, voilà. Donc on est là pour arriver à lui faire comprendre les 2-3 éléments de compréhension de ce type de courbe, par exemple, si je prends cet exemple-là, pour qu'il ait les bons réflexes et les bonnes réactions. On est là aussi, et d'ailleurs, ça fait partie, j'en ai pas parlé, mais nous, quand on fait une formation, des formations actions, déjà, on fait que des formations très tournées vers un site, etc. Ils sortent toujours de la formation avec des outils, des checklists de ce qu'il faut regarder tous les jours, toutes les semaines, etc. Des outils très pratico-pratiques qui leur permettent de cadrer et de les accompagner dans leur travail au quotidien, tout en restant généralement plutôt maintenanciers de formation, hein, puisque c'est souvent eux qui exploitent au quotidien. Mais dans le trinôme conforme entre le responsable environnement qui, lui, va être souvent capable de un peu mieux comprendre les phénomènes biologique et physico-chimique, le maintenancier sur le terrain qui, lui, c'est vraiment le côté concret et pragmatique qui va lui parler. Et nous, qu'on arrive à faire un trio aux mêmes bases et au même mode de communication. C'est des choses toutes bêtes, hein, mais souvent, on n'a pas les mêmes termes, on n'a pas les mêmes. Et d'ailleurs, d'un site industriel à l'autre, hein, un bassin, chez un, c'est une cuve, chez l'autre, c'est un tank, chez le troisième, c'est des trucs là, tout bêtes, mais on ne parle pas avec les mêmes mots. Donc, c'est important de parler avec les mêmes mots parce que quand on est à distance, on n'a pas leurs yeux. Et donc, pour être efficace, il faut effectivement créer un socle de connaissances communs qui partent des termes utilisés et avec des bases de comment ça fonctionne au milieu de leur station d'épuration. Ok. On est en train d'arriver sur la fin de cet échange avec Erwan. Continuez à nous indiquer les questions que vous aimeriez poser. Et puis peut-être on peut donner la parole à Céline, qui avait une question plutôt de perspective pour toi, Erwan. Céline, est-ce que tu veux prendre la parole ou je le dis à ta place? Je veux bien que tu te prennes, Élodie, parce que je suis en voiture et je ne garantis pas le son propre jusqu'au bout. Ok, ça marche. Donc la question de Céline pour toi, Erwan, c'était bah, c'est quoi les prochains chantiers de la trajectoire de l'entreprise? Est-ce que tu as déjà des Ouais. pistes là-dessus? Alors, il y a un chantier, je dirais, qui est en cours et en lien avec enfin, l'ADEME là, sur la quantification des impacts environnementaux et sociaux de notre posture, de notre positionnement. Donc là, on a un travail qui est en cours sur le fait de réaliser une analyse de cycle de vie, en gros, entre voilà, une approche comme on l'a, qu'est-ce qu'on apporte concrètement environnementalement et socialement, avec enfin, des experts externes pour quantifier ça. Parce qu'au final, c'est très dur à quantifier ce qu'on apporte réellement. Ça fait un moment qu'on y réfléchit, on n'a jamais trop réussi à, voilà, on sait le qualifier client par client monétairement ou environnementalement ou sur des économies d'eau, mais ça reste très, euh, c'est peu global. Ensuite, je dirais que cette posture et puis les réseaux, que ce soit EFC ou autres, nous ont permis de pousser un certain nombre de coopérations voilà, une coopération, ça s'entretient. Enfin, ça se travaille au quotidien et aujourd'hui, enfin voilà, s'il y a un travail quotidien d'arriver avec des entreprises. Moi, j'aime bien le mot d'entreprise complémentrice. Je crois qu'il n'existe pas trop, mais avec des partenaires avec lesquels on travaille régulièrement, qui peuvent être des équipementiers, qui peuvent, enfin, voilà, de pousser plus loin la réelle coopération et de sortir de la collaboration facile à être vraiment dans un truc où on prend vraiment les contraintes de l'autre pour soi et inversement. Et ça, assez vite, quand on n'est pas au quotidien ensemble, on le perd de vue. Et après, il y a le chose un peu plus ultime, où, pour nous, qui serait d'arriver à faire grandir on a, voilà, on doit avoir 4-5 clients avec lesquels on est dans des vraies récurrences du préventif, de la confiance, etc.
Aujourd'hui, j'avais fait le calcul, mais c'était entre 5 et 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise à à la fin du projet. Aujourd'hui, ce serait effectivement d'arriver à faire grandir ces modèles plus récurrents et plus dans la prévention pour tous travailler le plus sereinement possible, même si on aura toujours des dossiers en urgence, évidemment, mais essayer d'avoir alors, je parle pas dans le court terme de l'idée du partage des gains environnementaux et économiques ou de comment monétiser les gains environnementaux. Ce seraient des objectifs ultimes, mais aujourd'hui, je pense que on a encore, enfin voilà, ça reste une ambition un peu plus lointaine qui sera parfois possible parce que sur certains sujets, quand on allie l'énergie avec l'eau, on peut quantifier au moins la partie énergétique. Et nous, parfois, quand on sait qu'on est sûr d'un gain, mais que le client n'a pas envie d'investir, on peut lui proposer ce mode de rémunération qui est de dire, ben, on sait qu'on va vous faire économiser à peu près tant de kilowatts dans l'année. Donc, si vous voulez, nous, on prend à notre charge les modifications d'automatisme, les ajouts de sondes, et en échange, bah, sur X années, on se répartit le gain, quoi. Voilà. Donc ça, On a parlé coopération beaucoup avec les clients, on n'a pas beaucoup parlé avec ces acteurs complémentaires, puisque je sais que tu n'aimes pas le terme de fournisseur. Est-ce que, un dernier exemple, tu aurais envie de nous partager des façons d'intégrer les contraintes dans le travail, comme tu disais, de ces acteurs complémentaires, de la façon avec laquelle vous pouvez travailler là-dessus? Ouais, bah, nous, enfin, et avec Pascal, je pense qu'on part du credo que toute autre entreprise que nous, potentiellement, on peut être amené à travailler ensemble sur un sujet et que, une fois de plus, à plusieurs spécialistes, on trouve des solutions généralement qui sont même mieux que si on avait travaillé seul dans notre coin. Donc, alors, ça peut être, il y a plusieurs types, hein. Parfois, on travaille avec d'autres bureaux d'études sur un même sujet, parce que, au final, les sujets sont très complexes. Parfois, c'est plutôt des complémentarités de, bah, voilà, aujourd'hui, une entreprise qui fait du prélèvement d'eau, nous, ça va nous intéresser. Nous, on va faire l'analyse derrière et les préconisations. Et inversement, une entreprise qui fait du prélèvement d'eau, si elle est sur le site client, donc si elle voit un problème, ça va l'intéresser, elle, d'être capable de mettre en lien et de travailler en binôme sur, sur, euh, sur le fait d'aider le client à trouver une solution à son problème. Donc, et ça, enfin, on peut enfin, voilà, il y a plein d'exemples de ce Comme type-là ça, vous en avez des qu'on- dizaines et des dizaines. dizaines et dizaines. Bah, forcément, c'est compliqué de pousser des dizaines et dizaines de coopérations en même temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis capable de citer une dizaine de boîtes avec lesquelles on travaille dans un vrai esprit donnant-donnant, et sans histoire d'apportage d'affaires, de trucs, enfin, sans relation monétaire, mais juste parce que on a une volonté unique, c'est de réellement répondre aux besoins de nos clients et dit voilà, et avec une confiance entre nous sur notre capacité à savoir dire si on sait faire, si on sait pas faire, ne pas hésiter à aller chercher plus loin que le bout de notre nez si on sait pas faire ou aller mettre en lien avec le bon partenaire qui saura faire. On a une dernière question, et puis après on terminera là-dessus, de Benoît Richard, qui disait en termes de coopération, est-ce que la façon avec laquelle vous travaillez permet de faire émerger des projets entre entreprises de type écologie industrielle territoriale? Donc tu sais, c'est ces logiques. Mm. Parfois, les déchets des uns sont des ressources pour les autres. Parfois, il y a des logiques de mutualisation de ressources pour pouvoir investir collectivement dans ces ressources, des choses comme ça. Donc, la phrase disait, par exemple, est-ce qu'une eau épurée d'un industriel peut servir à un maraîcher, Mm. par exemple? Ouais, ouais, je T'as sais pas t'as des si. histoires comme ça ou pas? Alors, j'ai une petite anecdote, c'est que lorsqu'on a fait là, ces ateliers collectifs, on a eu un illustrateur qui est venu pour mettre en BD un peu le travail et la posture qu'on avait. Et la dernière slide de la BD, ou dans un monde meilleur des mondes, c'est des zones justement en type EIT. Voilà. Aujourd'hui, réglementairement, c'est assez compliqué concrètement sur le terrain, c'est-à-dire que des trucs tout bêtes, mais par exemple, on a travaillé avec plusieurs caves vinicoles qui s'envoyaient les effluents de l'un quand l'un n'avait pas à traiter ou parce que l'autre avait une station. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des réglementaires qui interdisent ce type de fonctionnement en disant
et bah, en gros, il a peur que la pollution, j'imagine, aille au milieu naturel ou soit rejetée de manière sauvage, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, réglementairement, par exemple, c'est compliqué de faire traiter les eaux d'un industriel chez un autre industriel, voire interdit, voire, enfin, l'Adréal fait tout ce qu'ils peuvent pour éviter ce genre de choses. Les Dréal font tout ce qu'ils peuvent pour éviter ce genre de choses. Donc, par contre, l'exemple de réutilisation, effectivement, aujourd'hui, avec l'ouverture de la réutilisation, la possibilité, et on commence à avoir un contexte à peu près clair sur tout ce qui est irrigation, c'est des choses qui démarrent. Par contre, enfin, je veux dire, on en est au balbutiement. C'est quand même complexe de mener un projet avec plusieurs entreprises pour que tout soit dans les mêmes phases. Qui investit sur le traitement d'eau? Parce que c'est-à-dire que l'industriel, pour rejeter au milieu naturel, normalement, il n'investirait que sur une partie du traitement d'eau. Il faut rajouter une phase. Est-ce que c'est le maraîcher qui investit? Mais le maraîcher en soi, aujourd'hui, malheureusement, j'aime souvent dire que je trouve que l'eau n'est pas assez chère par rapport à sa vraie valeur. Certains industriels ont fait le choix d'ailleurs d'augmenter artificiellement dans leur choix d'achat le prix de l'eau. Et je pense que de toute façon, c'est le réel prix qu'elle aura dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais aujourd'hui, politiquement, le prix, enfin, voilà, on choisit de pas toucher le prix de l'eau parce que c'est assez idéologique, etc. Et aujourd'hui, dans la plupart du temps, ça reste bien moins cher d'aller chercher une eau potable pour faire de l'irrigation ou une autre surface, etc., que de traiter une eau usée. Voilà. Et même si techniquement on est capable de tout faire, La contrainte économique est encore là, quoi. voilà. Et autant on arrive très facilement, par exemple, utiliser une eau sortie station d'épuration pour laver des camions, des bétaillas, etc. On commence à avoir le droit de le faire et de manière presque standardisée. Donc, sur un site industriel, on peut utiliser une eau pour un autre usage. Ça, il y a plein d'exemples et ça marche de mieux en mieux. Enfin, Brianne, dont je parlais tout à l'heure, en est un bel exemple puisqu'elle lave en boucle fermée le verre, etc., etc. Autant dès qu'on met plusieurs parties prenantes, ça devient c'est pas impossible, mais c'est tout de suite beaucoup plus de temps, plus long, plus difficile à subventionner, etc., etc., etc. Donc des projets à plus long terme. Après, il faut qu'on aille vers ça et on ira vers ça, hein. Moi, j'ai aucun doute. Mais il faut que le législatif se simplifie un peu et que et on va dire qu'on arrive aussi à avoir une valeur de l'eau qui soit un peu mieux reconnue, je dirais. Merci Erwan pour ce temps d'échange. C'est le moment où je vais faire Avec un plaisir. travail de synthèse. Colline, pas la peine de présenter la slide, elle sera transmise par la suite, mais je préfère qu'on garde cette proximité visuelle entre nous. Dans cette phase de synthèse, de quoi j'ai envie de vous raconter? Peut-être des premiers leviers motivationnels de Sapoval de mise en œuvre de transformation sur le modèle économique. Dans un contexte où, vous l'avez entendu, c'est une entreprise qui déjà dans son ADN avait enclenché tout un tas d'évolutions pour aller vers plus de sobriété et allier ces enjeux de performance environnementale et performance économique. Un des éléments, donc j'ai relevé 3 éléments déclencheurs. Le premier, c'est cette frustration et cette difficulté à être pleinement capable de valoriser la valeur apportée aux clients de Sapoval par rapport à ce qu'ils étaient prêts à payer. Dans un contexte où Erwan disait, finalement, le client il est prêt à payer le produit, mais tout le travail en amont de conseil et d'accompagnement du juste besoin et de trouver la bonne solution, ces heures de conseil-là, elles étaient plus difficiles à vendre. Un autre limite ou enjeu dans le modèle économique de l'entreprise, c'était le fait qu'elle soit souvent appelée en urgence et donc plutôt mobilisée sur des approches dites curatives que sur des logiques préventives. Et puis le troisième, c'était les modalités de business où il y avait vraiment des difficultés de pouvoir maintenir dans la durée des relations avec cette idée que finalement, si on perd le client potentiellement et que ses usages évoluent, que ce contexte évolue, le matériel qu'on lui a mis à disposition, il n'est peut-être plus tout à fait adapté. Et donc, ça peut aussi avoir un impact économique, environnemental, voire du stress auprès des clients qui n'étaient pas souhaités par l'entreprise. Et donc, effectivement, l'entreprise a
a mis en place un gros projet de 2 ans d'accompagnement avec 5 consultants, comme le disait Erwan, de l'ensemble des équipes en interne et avec les parties prenantes. Et effectivement, l'un des premiers travaux de l'entreprise, ça a été de cartographier les parties prenantes et de se dire, oula, mais il y en a beaucoup, et puis peut-être ça fait partie de notre atypicité, en fait, cette façon à faire des liens entre des acteurs issus du monde privé, issus du monde public, dans des logiques de complémentarité, etc. Parmi les process qui ont été mis en place pour mettre en place ces transformations, il y a eu ce temps de travail justement avec les parties prenantes internes et externes qui a permis de réaffirmer la proposition de valeur, peut-être aussi au-delà de la réaffirmation, d'avoir un processus de mettre des mots sur des choses qu'ils faisaient déjà, de pouvoir l'expliciter. Et ça a eu deux phénomènes. Un premier phénomène en interne de resserrer les liens entre les collaborateurs, et un deuxième effet qui a été la création d'outils de communication pour faire savoir et pouvoir dire qui on était. Et puis ensuite, l'entreprise, elle a, dans le cadre de ce parcours-là, imaginé une offre un peu rêvée, un truc un peu imaginaire et de ce qui pourrait arriver. Et ce truc-là, ils ne l'ont jamais vendu. Ils ne l'ont jamais vendu, mais par contre, elle a été riche et source d'inspiration pour développer ce que l'entreprise appelle des petites briques. Et qu'en fonction des besoins de leurs clients, eh bien, ils vont pouvoir être en capacité de mobiliser telle ou telle brique. Donc, il y a si on reprend les différentes briques dont on a un petit peu entendu parler, il y a cette fameuse brique dans la phase étude qui consiste à se dire, bah, on va découper les études en différentes étapes pour pouvoir être en capacité bah, d'intégrer dans notre travail les contraintes économiques de notre client, de pouvoir s'inscrire et permettre à notre client de s'inscrire dans une trajectoire au temps long et de pouvoir planifier ses investissements et de se projeter. Et puis pour aussi avoir les moyens d'être en capacité de pouvoir expliquer en interne à ses propres managers ou décideurs les raisons de ces investissements-là. Il y a une autre brique dont on a parlé, qui est une nouvelle brique pour Sapoval, qui est cette brique médiation. Elle n'est pas nouvelle forcément au sens où avant, ils ne le faisaient pas. Elle est nouvelle, d'abord, ils l'ont conscientisé, ils ont conscientisé le processus de valeur, et puis de cela, ils ont commencé à rapprocher cette valeur et réellement créer de la valeur monétaire en étant capable de mieux la valoriser, avec cette idée de dire, et une forme de frustration, mais qui est un peu comme un Graal, en se disant, bon, peut-être c'est pas grave si on n'atteint pas, parce qu'on contribue déjà à restaurer nos marges et c'est cool, de se dire peut-être qu'un jour, on sera capable de vendre un pourcentage des économies que ça a permis de faire sur le plan environnemental, social ou des choses comme ça. Un autre exemple que nous a donné Erwan, c'est leur évolution sur certains projets, plutôt que de facturer, de faire un devis a priori du travail que ça allait mener, de pouvoir travailler plutôt sur la base d'une estimation d'un budget global et de suivre les dépenses de ce budget global, dépenses qui sont facturées au réel du travail. Ça, en termes de sécurisation des marges de l'entreprise, c'est important. Dans une relation de confiance avec le client, ben, il ne paye que ce qui a été besoin. Et puis, ça permet aussi aux collaborateurs de Sapoval d'avoir le temps d'explorer des pistes qui soient plus pertinentes. Et ça transforme la façon avec laquelle on s'engage dans le travail, la relation en se disant, mon Dieu, il faut que je me dépêche pour finir un truc. Non, là, j'ai le temps, j'ai les moyens de pouvoir explorer des pistes qui me semblent intelligentes et pertinentes. Et dans les mots de Sapoval, dans la tête de Sapoval, je rappelle, intelligente et pertinente, ça veut dire comment on est capable d'allier la question de la sobriété économique avec la sobriété environnementale. Et je crois qu'un des éléments un peu remarquables de cette trajectoire ces dernières années, c'est qu'ils ont aussi intégré de façon consciente cette question d'écologie personnelle au sens stress, aussi bien au niveau de l'exploitant qu'au niveau de la direction de l'usine qui a cette station de traitement d'eau, comme étant voilà, un élément parmi d'autres de la valeur créée par l'entreprise. Des exemples comme ça, il y en a eu plein d'autres, mais je vais m'arrêter là. Et puis j'ai fait un petit étape récapitulatif que vous enverra Colline par la suite. Colline, je veux bien que tu affiches pour le coup la suite. Alors, il est 55. Je pense que c'est pas raisonnable de parler mais on aurait bien aimé de vous parler de qu'est-ce qui est devenu un des pionniers qui a déjà préalablement témoigné. Donc, on va directement rentrer sur la slide de c'est quoi nos prochains rendez-vous. Donc, comme je vous le disais en introduction, Voix de pionnier, c'est un rendez-vous mensuel. Donc, on a les prochaines dates
qui s'affiche début novembre et au mois de février. Alors, c'est écrit en tout petit pour moi, donc je ne vois pas. Mais je crois que c'est la société Graffiti au mois de novembre et puis la société ERB au mois de décembre qui sont planifiés. Et on est déjà en train de vous préparer la rentrée pour 2025. Tu passes. Alors, oui, et ce qui est très important comment dire, d'entendre à cet endroit-là, c'est qu'en fait, l'ensemble de ces enregistrements, enfin de ces témoignages sont enregistrés et donc disponibles à la fois en podcast sur Arte Radio ou en vidéo sur YouTube. Moi, j'avoue que je l'écoute souvent quand j'ai un peu de route, quand je sais que j'ai un peu plus d'une heure de route, je l'enclenche et je l'écoute comme une émission de radio et je me délecte très souvent de ce qui est dit. Ou alors quand je vais courir, c'est l'occasion aussi pour moi de mettre ça dans mes écouteurs et de partir courir dans les coteaux près de chez moi. Colline, pour la suite. Alors, la suite, pour vous informer, donc, ce dispositif, il est organisé par plusieurs structures dont les noms sont affichés. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des propositions qui sont faites aussi dans les territoires pour venir aller encore un peu plus loin sur ces découvertes de transition économique. On a un très bel et gros événement qui est organisé à Orléans les 10 et 11 octobre. Vous avez un petit QR code pour pouvoir flasher tout ça. Au mois de novembre, il y a la fresque de la transition économique en région toulousaine. Donc n'hésitez pas, s'il y en a qui ont envie de découvrir la fresque de la transition économique, de venir à Toulouse ou à Paris. Puis si vous voulez en organiser une près de chez vous, c'est possible. Rapprochez-vous de votre club local. Il y a des gens qui savent les organiser. Le 21 novembre, on a Paris qui organise une journée découverte de l'UFC. Et tout comme ce même club organise une fresque de la transition économique le 28 novembre. Et puis, à la rentrée 2025, on a en région Aquitaine l'ADI qui organise un parcours de dirigeants à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. De mémoire, on est sur un parcours qui dure une année. Et on a un parcours un peu similaire, mais dans une autre forme, dans une autre modalité, parce que chacun fait un peu comme il veut dans ses territoires. Ou en Occitanie, on organise aussi on monte un parcours de dirigeants sur un an et demi.